Bienvenue dans à cette réunion organisée par Contribuables Associés et présidée par Madame Marie-Laure de la Rodière, députée de la 3e circonscription d'Eure-et-Loir. Cette réunion s'inscrit dans le cadre des travaux parlementaires que nous menons avec les députés. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous dire un mot sur notre Argus, puisque cette réunion de ce soir rentre dans le cadre de l'Argus, et donc il est important que vous y soyez présents, et puis également que vous co-signiez lorsqu'on vous y invite et que vous êtes d'accord avec nos textes de loi, puisque autant votre présence que la co-signature des PPL compte dans la note finale de l'Argus, et je sais que quelques-uns s'étonnaient parfois de ne pas avoir vu passer tous les documents, donc vraiment je vous invite à être vigilant à notre communication. Ce soir, c'est donc le 55e rendez-vous parlementaire de Contribuables Associés qui porte sur le thème du business de l'éolien contestable payé par les contribuables. Car l'idée, pour ne pas dire l'idéologie que l'électricité éolienne va sauver l'humanité, est devenue un véritable business, puisque ce marché est chiffré à plus d'une centaine de milliards d'euros. 20 milliards d'euros ont déjà été investis dans l'implantation sur le territoire de plus de 7000 éoliennes, mais a priori, plus de 120 milliards d'euros le seront sur les 20 prochaines années. Tout cela avec notre argent. Si ces sommes colossales sont financées par les contribuables, elles le sont aussi par les consommateurs d'électricité, qui auront déboursé pour la seule année 2017 5,6 milliards d'euros de surcoût liés aux tarifs d'achat des énergies renouvelables de sources éoliennes via leur facture EDF. Autant de milliards financés grâce à la CSPE, TICPE, certificat vert, hausse sur les carburants au nom de la transition énergétique, subventions d'État et autres alibis écologiques. Au nom de la soi-disant écologie, un véritable vent de folie s'abat sur les contribuables et les consommateurs qui, soit dit en passant, ne font qu'un. Pour explorer ce sujet en profondeur, nous avons le plaisir d'accueillir Fabien Bouglet, qui est à ma gauche. Expert de l'éolien depuis 10 ans, il est auteur de Éolienne, la phase noire de la transition écologique, que je vous invite à vous procurer et à lire, donc aux éditions du Rocher. Fabien Bouglet est également chef d'entreprise dans le secteur financier et culturel, et il est élu municipal. Avant de laisser la parole à Fabien, je propose que Madame la députée introduise le sujet également. Merci beaucoup. Merci à mes collègues d'être présents et d'avoir été aussi, certains d'entre eux, assidus à la commission d'enquête qui a présenté ses conclusions ce matin. Donc nous sommes dans l'actualité avec cette réunion. Merci à Contribuables Associés et aussi au collectif Énergie et Vérité pour l'organisation de cette réunion de ce soir. Je pense extrêmement important que nous puissions faire la pédagogie sur le sujet de la transition énergétique et sur la place que prend finalement l'éolien dans notre programmation pluriannuelle de l'énergie. Il y a une chose sur laquelle nous sommes tombés d'accord au sein de la commission d'enquête, et c'est un fait. Les énergies renouvelables, et en particulier l'éolien, ne contribuent pas à l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique. C'est un fait. Et la rapporteure, comme la présidente, comme les députés qui ont été assidus, sont tous d'accord pour affirmer ça. Au moins, il y a eu un peu de bon sens dans cette commission d'enquête, un peu de rigueur intellectuelle par rapport à ce qu'on entend et par rapport à tout ce qu'on peut dire sur cette énergie soi-disant propre. Non, elle n'est pas plus propre, entre guillemets, que le nucléaire. C'est-à-dire que vis-à-vis du réchauffement climatique, l'éolien produit 12 grammes par mégawatt, là où le nucléaire produit 11 grammes de CO2 par mégawatt. Je pensais que déjà cet élément est extrêmement important pour poser les enjeux financiers, c'est-à-dire pourquoi dépense-t-on autant de milliards pour ne pas contribuer du tout à la lutte contre le réchauffement climatique. Ça, c'est la première question que je voulais mettre en avant. La deuxième question que je voulais mettre en avant, c'est le fait que l'éolien n'est pas une bonne énergie. C'est-à-dire que l'éolien ne produit pas de l'énergie nécessairement au moment où on en a besoin. Et donc, parce qu'il n'y a pas de capacité de stockage aujourd'hui, et avant un temps qu'on ne sait pas déterminer, du stockage de l'électricité.
Donc ça, c'est extrêmement important aussi. C'est du fait de l'intermittence. L'éolien n'est pas une énergie pilotable et donc n'est pas une énergie efficace. Le troisième point que je voulais soulever, mais vous l'avez dit en introduction et ça fait partie du cœur du sujet de réunions de contribuables associés, c'est le coût qui est exorbitant pour les finances publiques par rapport à l'objectif poursuivi. Aujourd'hui, en fait, les ressources de lutte dans nos dépenses énergétiques, là on peut finalement gagner en énergie, en lutte par rapport à l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique, ce sont dans le bâtiment et dans les transports. Et il se trouve que ce n'est pas là où on met majoritairement les dépenses fiscales et publiques pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc il y a naturellement un problème sur l'éolien. Ce qu'il faut aussi voir, et je pense que Fabien Bouglet en parlera, c'est qu'il y a un vrai scandale parce que l'éolien est décrié au fil des auditions que vous avez eues comme une énergie mature. C'est-à-dire que le prix de production se rapproche, au moins pour l'éolien terrestre, du prix du marché. Dans ce cas-là, pourquoi continue-t-on à subventionner l'éolien? Pourquoi y a-t-il toujours une compensation de rémunération? C'est un point d'accord de plusieurs députés qui ont voulu proposer cette recommandation, qui est de dire maintenant, comme dit le président Aubert, on retire les petits trous au vélo éolien pour qu'ils puissent avancer tout seuls. Les petits trous nous coûtant quand même, comme vous l'avez bien précisé, des milliards d'euros tous les ans, avec... je vais retrouver le montant que j'avais noté, c'est de 25 milliards déjà dépensés et de l'ordre de 70 milliards à venir engagés ou dans la PPE. Donc on est sur des sommes considérables par rapport à nos marges de manœuvre de dépenses publiques. Le dernier point que je voudrais aborder, qui n'est pas des moindres pour les politiques que nous sommes, c'est l'acceptabilité sociale. C'est qu'au début, quand vous aviez quelques éoliennes dans vos territoires, c'était accepté. C'était la situation d'il y a une quinzaine d'années, une dizaine d'années. Et depuis une dizaine d'années, on voit des comportements de Far West des promoteurs éoliens sur nos territoires. Venant à la rigueur discuter un petit peu avec les maires locaux, mais pas toujours. Venant implanter les éoliennes à proximité de la commune voisine, même si la commune voisine est vent debout contre. Tout ça dans une opacité vis-à-vis de la population complète et en se drapant sur la lutte contre le changement climatique. Ce n'est plus tolérable, ce n'est plus acceptable et de plus en plus de députés sont unis sur le fait qu'il faut mettre fin à la fois à cette gabegie financière de dépenses publiques et de zizanie créée dans nos territoires au profit de promoteurs privés ou quelquefois, il faut le dire, de propriétaires fonciers. Voilà l'introduction que je souhaitais faire et je remercie beaucoup Fabien Bouglet, expert dans le domaine, qui a écrit un livre qui a eu un bon retentissement récemment sur le sujet, d'être présent à nos côtés pour nous témoigner de ces enquêtes. Merci beaucoup. Madame la députée, Monsieur Eudes Beaufreton, directeur général de Contribuables Associés, Mesdames et Messieurs les députés, je suis très honoré, bonsoir à tous, je suis très honoré d'abord de m'exprimer ce soir dans cette institution qui est la représentation du peuple, l'Assemblée nationale, pour présenter rapidement mes conclusions de 10 ans d'enquête sur le sujet des éoliennes. J'ai été amené à écrire ce livre après 2 combats principaux qui m'ont amené d'une part à lutter contre les éoliennes terrestres, qui m'ont amené à faire dévoiler, en lien avec le service central de prévention de la corruption, le scandale des prises illégales d'intérêt massives dans le domaine de l'éolien terrestre, puisque cette institution du ministère de la Justice avait dévoilé en 2014 un phénomène d'ampleur qui amenait les magistrats de ce service à enquêter fortement dans la France entière avec plus de 250 dossiers.
malheureusement la fusion du service central de prévention de la corruption avec l'Agence française anticorruption 2 ans après cette alerte a conduit à la fin de toute étude sur le dossier au niveau national. Par la suite, j'ai été amené à dévoiler et à contribuer à dévoiler, puisque certains députés ici présents ont aussi joué un rôle fondamental par des questions écrites à l'Assemblée nationale, à contribuer à dévoiler le scandale du tarif de rachat de l'électricité en mer à 220 € le mégawattheure, ce qui faisait d'ailleurs écrire le Figaro, les éoliennes en mer, ce sont des 2 chevaux payés au prix de Rolls-Royce. Ce qui a emmené le gouvernement en 2018 à renégocier le tarif de rachat en passant à 220 € le mégawattheure, soit 5 fois le prix habituel du brut de l'électricité, à 180 € le mégawattheure en intégrant les raccordements, puisqu'en fait on parle de 150 € hors raccordement, mais il faut rajouter 25 à 30 € le raccordement, ce qui fait encore une subvention totale de 30 milliards d'euros en intégrant le raccordement. Donc ces 2 points-là ont fait que, dans le cadre de mes enquêtes et dans le cadre de ce travail de lutte contre l'implantation des éoliennes dans notre pays, lorsque j'ai appris que l'Assemblée nationale avait ouvert une commission d'enquête parlementaire, j'ai été amené à synthétiser l'ensemble des informations dont je pouvais avoir dans ce livre, Éoliennes, la face noire de la transition écologique, qui j'espère, qui a été envoyé aux différentes institutions, Président de la République, Cour des comptes, tout ce qui peut exister comme institution, qui j'espère fera bouger les lignes de la compréhension. Et j'aimerais ce soir, auprès des députés qui sont présents, émettre une alerte. Une alerte. Une alerte à la fois pour la protection de notre pays, qui aujourd'hui est défiguré totalement par ces éoliennes, mais aussi une alerte par rapport à l'acceptabilité sociale, puisque je crois que les personnes, les habitants du monde rural, et j'étais hier soir avec le député Xavier Battu pour une réunion d'information auprès de la population sur le sujet, les personnes du monde rural et les personnes du monde de la mer également sont extrêmement en colère contre l'implantation, je dirais peut-être presque, je vais utiliser un terme fort, presque totalitaire, de la façon d'installation de ces éoliennes sans aucune concertation, sans aucune prise de conscience. Et alors, et je vais le développer en 3 points, et alors que les éoliennes ne répondent pas, dans la nature même, à la dimension écologique qu'elles prétendent incarner, ce sera mon premier point, c'est-à-dire le scandale écologique des éoliennes. Mon deuxième point sera le scandale sanitaire et d'impact en termes de biodiversité, c'est-à-dire en quoi les éoliennes non seulement ne contribuent pas, on l'a dit tout à l'heure, à la baisse des émissions de gaz à effet de serre, mais ont aussi un impact très fort sur la faune, la flore et les habitants. Et enfin, la catastrophe financière qu'on peut difficilement comprendre compte tenu des 2 premiers points. Alors, dans mon introduction, si vous pouvez passer, Greenpeace nous dit, au préalablement, Greenpeace nous dit, dans sa communication, je rappellerai que Greenpeace n'est pas une ONG. Greenpeace, en vertu de sa filiale Greenpeace Énergie, est un promoteur éolien. Il faut le rappeler, ça n'est pas une structure d'intérêt général, c'est une structure dont le bras droit a intérêt à à calomnier notre électricité nucléaire, parce que son bras gauche bénéficie de l'industrie éolienne dans la mesure où elle est promoteur éolien. Donc Greenpeace nous dit dans sa propagande que les éoliennes, ce sont des jolies fleurs pour sauver la planète. Vous voyez, sur le site internet, un joli fleur. Des jolies pâquerettes, des jolies marguerites. Alors, pour vous dévoiler ce que sont réellement les éoliennes, je vous ai fait quelques photos pour que vous puissiez visualiser. Première photo, voilà un socle d'éoliennes. C'est d'abord 50 tonnes de ferraille. Voilà une ossature d'éolienne. Et voilà l'éolienne finale.
1500 tonnes de béton armé. Le droit oblige les promoteurs éoliens à désinstaller en fin de vie des éoliennes avec une caution de 50 000 €. Vous croyez que 50 000 € suffisent simplement à enlever ces 1500 tonnes de béton armé, l'équivalent de bunkers allemands qui sont restés sur nos côtes? L'obligation légale est que les socles en béton soient rabotés de 1 mètre. Alors les promoteurs éoliens ont trouvé la parade, ils descendent le socle en béton d'1 mètre pour éviter d'avoir à le raboter. Le pire, dans le cadre du repowering, c'est-à-dire la réinstallation d'éoliennes, si les éoliennes sont plus puissantes, le socle en béton ne pourra pas être utilisé, il faudra donc installer un socle en béton à côté du premier socle. Voilà pour simplement le socle. Alors la base, le mât d'éolienne est recyclable, je n'en parlerai pas. Deuxième élément important, les terres rares. Les terres rares, il faut utiliser entre 200 kg et 1 tonne de terres rares dans une nacelle d'éolienne. Les modèles récents, plus récents, exigent plus de terres rares. C'est le plan pluriannuel de l'énergie, dans la page 106 de son rapport de présentation, qui explique ces chiffres. Par ailleurs, le plan pluriannuel de l'énergie précise que les éoliennes nécessitent, et le système de production d'électricité qui nécessite le plus de terres rares. Et les éoliennes en mer nécessitent des terres rares, à peu près 1 tonne, en raison du milieu marin, c'est compréhensible. Les terres rares sont extraites en Mongolie. Vous avez à Baotou, le centre principal de terres rares. Voilà le lieu écologique, le lieu d'extraction. C'est-à-dire que pour faire des usines soi-disant écologiques, les éoliennes, on est obligé, dans les pays comme la Chine, d'avoir un saccage écologique. La seconde photo vous montre le lac toxique. Les rejets de terres rares, pour expliquer les terres rares, on a une immense mine à ciel ouvert, on broie des quantités industrielles de pierres et de terre, on fait une fine poudre, et pour séparer la poudre des métaux rares, on passe 10 bains d'acide sulfurique et oxalique qui séparent les métaux. Les terres rares, ce sont des métaux, on dit métaux rares ou terres rares, et ces bains d'acide sulfurique sont rejetés dans un lac toxique qui est là, que vous voyez derrière, un immense lac toxique. Ce lac toxique rentre dans les nappes phréatiques et conduisent à des leucémies d'enfants en Mongolie assez massives. Le pire, c'est que ce système qui permet de séparer les métaux de la poudre conduit à une radioactivité, et à Baotou, on a mesuré une radioactivité 3 fois supérieure à celle de Tchernobyl. Ce sont des éléments chiffrés, documentés, je n'explique et je ne reprends que des études internationales sur le sujet. Vous avez également la presse, alors là vous allez avoir après un autre lac, voilà le lac, donc vous voyez là avec les rejets d'acide sulfurique, c'est le lac toxique. Hein. Il faut savoir qu'en France, on a arrêté les extractions de terres rares tellement c'était impactant, et Ron Poulenc, dans la fin des années 90, a vendu totalement son activité d'extraction de terres rares en France. C'est la raison pour laquelle la Chine détient le monopole, et c'est la raison pour laquelle il y a cette guerre économique entre les États-Unis et la Chine, parce que justement, les terres rares, comme la Chine a pris le monopole, c'est devenu un enjeu géostratégique. Vous avez par la suite des photos, voilà un ouvrier donc, qui s'occupe d'un bain d'acide sulfurique, et vous avez un journaliste de la presse anglaise qui explique bien les conditions lamentables de vie des ouvriers dans ces usines. Vous avez une autre photo qui vous présente les conditions dans lesquelles sont extraites les terres rares. Le troisième élément, le plus important et nécessaire pour l'installation des éoliennes, pour la réalisation des éoliennes, ce sont les pales d'éoliennes. Les pales d'éoliennes, à Cherbourg, on vient d'annoncer qu'il y avait une usine qui a fait faire des pales de plus de 100 mètres de long. Elles sont réalisées en fibre de carbone ou en fibre de verre pour les éléments les plus anciens. Il faut savoir que
les pales d'éoliennes ne sont pas recyclables. La presse allemande, Veolia, tous les scientifiques le précisent, on ne peut pas, il y a même les experts de l'armée allemande qui ont précisé que quand on brûlait les pales d'éoliennes, ça faisait un cancer aussi important que celui dû à l'amiante. On ne peut pas brûler les pales, on ne peut pas les broyer, donc la seule solution, il faut les enterrer. Et voici une photo toute récente d'août 2019, réalisée dans le Wyoming, où vous avez une décharge de pales d'éoliennes, la suivante. Voilà, vous avez une décharge de pales d'éoliennes, et dans la presse américaine, ils précisent, donc là on est aux États-Unis, on parle de pales d'éoliennes qui sont mises dans des décharges en Afrique. Le maire du village est très content parce que ça va lui rapporter 750 000 $ de faire ces enfouissements de pales. Vous avez une seconde photo, voilà, vous avez les conditions, je crois que c'est une dernière après, voilà. Donc vous voyez, si on intègre le constituant d'une éolienne, je crois qu'on peut le dire, on est loin des jolies pâquerettes de Greenpeace. Et je crois qu'il faut se méfier de la propagande véhiculée par des ONG qui ont un intérêt au développement de ces éoliennes. Maintenant, dans le mode de fonctionnement de l'éolienne, le facteur de charge d'une éolienne, c'est 22%. Qu'est-ce que le facteur de charge? Le facteur de charge va calculer l'intermittence. Tout le monde peut voir dans la campagne qu'une éolienne ne fonctionne pas tout le temps. Soit qu'il y a trop de vent, donc on est obligé d'arrêter l'éolienne, soit il n'y a pas assez de vent. Ce facteur de charge calcule la production d'une éolienne sur une année par rapport à sa capacité maximale de production, donc sa capacité de production théorique sur une année, et ça fait 22%. Un universitaire économiste anglais a fixé que le facteur de charge était de 24% pour les éoliennes anglaises au bout d'un an, 15% au bout de 10 ans et 10% au bout de 15 ans. C'est-à-dire que plus l'éolienne vieillit, moins elle produit. Et pour compenser cette intermittence, nous sommes obligatoirement obligés d'utiliser des énergies fossiles. Pétrole ou gaz pour la France, lignite et charbon pour l'Allemagne. Je rappelle que le bilan carbone du charbon est de 1000 grammes par kilowattheure, du fuel 700 grammes, du gaz 418 grammes. Là où on a des chiffres un tout petit peu différents, pour le nucléaire 6 grammes, et pour l'éolien, parce qu'il faut intégrer le facteur de charge, le fait que l'éolien ne fonctionne pas tout le temps, moi j'ai un 50 grammes. Là où, mais il y a différentes sources, donc certains effectivement disent que l'éolien est à peu près équivalent au nucléaire. Mais moi j'ai une source un peu supérieure. En tout état de cause, ce qui doit venir en support de l'éolien quand l'éolienne ne fonctionne pas ne peut pas être l'entreprise nucléaire, l'industrie nucléaire, parce que c'est très peu pilotable. On est obligé d'utiliser des industries forcément aux énergies fossiles parce qu'elles sont très rapides à mettre en place. Et c'est la raison pour laquelle en Allemagne, malgré 500 milliards d'euros dépensés dans les énergies éoliennes ou photovoltaïques, dans l'électricité photovoltaïque ou éolienne, il n'y a pas eu de baisse des gaz à effet de serre en raison des émissions de gaz à effet de serre produits par les usines au charbon et au lignite, qui, entre parenthèses, sont les entreprises qui, avec les vents d'Est, nous envoient leur rejet par les vents d'Est. Donc la pollution française est en partie due également aux usines au lignite allemandes. Il faut savoir que l'Allemagne produit 10 fois plus de gaz à effet de serre que la France. 10 fois plus. Il faut aussi se souvenir que la France est à 90% décarbonée. Donc quand Greta Thunberg nous dit il faut agir contre la France, nous sommes un des pays les plus vertueux. Nous n'avons aucune leçon à recevoir de l'Allemagne en termes d'émissions de gaz à effet de serre. C'est même une hérésie de vouloir transformer une électricité décarbonée en une électricité intermittente qui nous oblige à avoir
des émissions de gaz à effet de serre par les entreprises au pétrole ou au gaz. Et d'ailleurs, RTE, je l'ai mentionné dans mon livre, précise en 2017 que depuis le développement des éoliennes, en 2014, 2015, 2016, il y a eu une augmentation en France des gaz à effet de serre de l'ordre de 20%. On voit bien que la corrélation entre le développement de l'éolien et l'augmentation des gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'en réalité, on obtient paradoxalement, en installant des éoliennes, les objectifs inverses de ceux recherchés par l'installation des éoliennes. Ça, c'est la partie écologique. On voit bien, non seulement dans son mode de fonctionnement, dans sa construction et dans son intermittence, l'éolien ne répond pas à la dimension de transition écologique et de transition énergétique. Mais en plus, deuxième point de mon intervention, ça a des conséquences fortes et importantes à la fois pour les humains, mais aussi pour les animaux. Les humains sont aujourd'hui malades. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, les éoliennes conduisent à l'émission d'infrasons. Les infrasons ne sont pas des sons audibles à l'oreille humaine, ce sont des sons basse fréquence qu'on n'entend pas, mais qui ont des conséquences désastreuses sur la santé, qui conduisent dans le monde entier à l'émergence d'un syndrome éolien, mauvaise santé, problème de sommeil, tachycardie, troubles de céphalée, troubles de l'équilibre, insomnie. Les gens qui vivent à côté des éoliennes expriment un mal-être très important, en partie dû aux infrasons. Ça n'est pas la seule raison du trouble de vie des éoliennes. Vous avez également les effets stroboscopiques, l'électricité diffusée dans le sol, avec les câbles de raccordement qui sont enfouis, l'électricité sale, ce qui conduit d'ailleurs à Nozay, qui est un village de la Loire-Atlantique, a, depuis l'installation des éoliennes, 300 vaches qui sont mortes et un problème de cadre de vie des habitants. Ce syndrome éolien a été reconnu dans le monde entier. Il a été également, les effets des infrasons ont été reconnus par la NASA, il y a 30 ans déjà, qui reconnaissent les impacts de ces sons basse fréquence sur les humains. Le docteur Wolfgang Müller vient d'écrire un bouquin en juillet 2019 qui explique les modifications moléculaires des personnes confrontées à ces infrasons. Il explique le mécanisme mécanique qui fait que ces infrasons qui sont diffusés jusqu'à 20 km du lieu d'implantation des éoliennes. Par ailleurs, les infrasons, et ce sont des informations documentées, aujourd'hui sont utilisés par les États-Unis et la Chine comme armes de guerre. Les États-Unis utilisent une arme avec les tanks pour disperser la foule au moment des manifestations, avec un système large, tandis que les Chinois ont utilisé une arme de dispersion des foules avec un pistolet à infrasons qui conduit à des vertiges, à des maux de tête, à des nausées, exactement les mêmes troubles exprimés par les voisins des éoliennes. Le monde animal n'est pas non plus exclu des problèmes liés aux éoliennes. Notamment les oiseaux, les rapaces. Le milan royal, grande victime des éoliennes. En Inde, une universitaire indienne a établi que 75% des rapaces, et notamment du milan royal, avaient disparu. Aux États-Unis, un promoteur éolien a été condamné à $1 million d'amende pour ne pas avoir respecté une convention internationale signée par les États-Unis en matière de protection des oiseaux. Un universitaire a établi l'hécatombe sur le milieu des chauves-souris indispensables à la pollinisation et insecticides naturels utilisés également pour polliniser beaucoup de plantes médicinales. Les chauves-souris sont des victimes très importantes. Sur l'île de Man, il y a une étude ornithologique qui a prouvé que entre 75 et 50% des espèces présentes, des espèces marines, d'oiseaux marins présents sur l'île avaient disparu. Le Conseil national de la protection de la nature, entité du ministère de l'écologie, a émis une alerte
dans le cadre du projet de parc éolien entre l'Île-d'Yeu et Noirmoutier, en expliquant que ça allait avoir d'énormes conséquences sur le monde des oiseaux marins. Ceux-là même qui sont constatés aujourd'hui à l'île de Man. Les baleines s'échouent à cause des infrasons. On a des exemples dans les centrales éoliennes des parcs éoliens de la mer du Nord. On a des exemples aux États-Unis avec une enquête parlementaire qui a été ouverte dans le Rhode Island sur cette question-là. Depuis l'installation d'un parc éolien dans le bord du Rhode Island, il y a eu des échouages de baleines. Les poissons disparaissent. Monsieur le député Mackay, vos pêcheurs subissent de plein fouet les essais, rien que les essais des pieux, d'installation des pieux, ont fait partir 50% de la pêche. Vous imaginez le jour où il y aura les éoliennes seraient susceptibles d'être installées. Donc on le voit, on a à la fois des impacts très forts sur la santé humaine, et je ne rentre pas dans les détails, parce qu'il y a beaucoup d'études réalisées dans le monde entier, que ce soit au Canada, en Australie, aux États-Unis et partout, mais également des impacts extrêmement forts sur les oiseaux et sur les chauves-souris et sur le monde marin. Alors, pourquoi tout ça, finalement? Pourquoi on insiste à ce point sur l'installation des éoliennes? C'est que on a commencé il y a 20 ans avec une électricité subventionnée. C'était l'arrêté Cochet. Vous l'avez dit, Madame la députée, on nous dit partout que le marché est arrivé à maturité. Et pourtant, on maintient artificiellement un tarif subventionné qui n'a plus de raison d'être. Les 6 centrales éoliennes en mer, prévues entre le Tréport et Noirmoutier, on arrive à 30 milliards d'euros de subventions. Pourquoi? Le parc de Dunkerque, qui a été attribué à Dunkerque, est à 45 € le mégawattheure, au prix du marché. Pourquoi continuons-nous à subventionner ces 6 centrales éoliennes en mer? Subventions qui partent directement dans la poche des industriels et qui sont financées par la taxe carbone sur l'essence, la TIPCE, et par les taxes sur les factures d'électricité, la CSPE. La crise des gilets jaunes, je vous le rappelle, est liée à cette augmentation obligatoire de la taxe carbone parce qu'il faut absolument financer ces subventions dans l'éolien. C'est le CAS, le compte d'affectation spéciale, qui est alimenté par les taxes sur l'essence, et ce compte d'affectation spéciale permet de financer les subventions des promoteurs éoliens. Beaucoup plus grave en termes d'indépendance énergétique, nous sommes en train de donner de l'argent public français à des entreprises qui ne sont plus contrôlées par des entreprises françaises. Les 2 centrales éoliennes, celle du Tréport et de Noirmoutier, appartiennent à partir à un taux de 60% à un consortium sino-japonais. C'est l'argent public des Français. Messieurs et mesdames les députés, il en va de non seulement notre indépendance énergétique, mais aussi d'argent qui part pour rien. Pour l'éolienne sur terre, 80 € le mégawattheure de subvention, on nous dit que le marché est maturité, alors pourquoi sommes-nous encore dans un système subventionné 20 ans après? Le total, c'est 30 à 40 milliards. Et je rappellerai qu'également, comme EDF ne peut pas compenser avec la CSPE suffisamment d'argent pour compenser le prix de rachat, l'État doit à l'EDF 9 milliards d'euros. Donc on arrive à des sommes gigantesques. Pire, RTE, Réseau de transport d'électricité, a annoncé que pour déployer ce nouveau système électrique, vient d'annoncer une dépense de 33 milliards d'euros de changement de notre système électrique. On a parlé de chiffres, ils sont plus ou moins hauts. Moi, j'évalue à peu près à 100 milliards d'euros en prenant en plus les subventions qu'on doit payer aux régions, aux différents systèmes de logistique qu'on doit aménager, aux alentours de 100 milliards d'euros, rien que pour l'éolien terrestre et marin, plus le photovoltaïque, plus l'argent déjà dépensé, environ 30 milliards d'euros. À quoi ça sert?
nous avons une électricité excédentaire de 7%. Et nous produisons 5% d'électricité d'origine éolienne. C'est-à-dire que nous produisons 5% d'électricité d'origine éolienne subventionnée, et nous revendons à nos pays voisins, et en particulier à l'Allemagne, cette électricité subventionnée au prix du brut. Quel est ce non-sens? Ça n'a plus de sens. Sachant que dans 20 ans, ces 100 milliards d'euros dépensés ne correspondront plus à des infrastructures existantes, puisque dans 20 ans, les éoliennes qui auront été installées n'existeront plus, comme on l'a vu, puisque une éolienne a une durée de vie de 20 ans. Donc nous aurons dépensé des centaines de milliards d'euros pour rien, à la différence de notre parc électronucléaire, qui a coûté, je crois, 80 milliards d'euros, mais qui a des infrastructures qui durent presque 60 à 80 ans. Je veux dire, il y a un moment, il faut aussi faire très attention à ce que l'on est en train de faire. Voilà, je ne voudrais pas être plus long. Je crois que le visage ténébreux de ces éoliennes, qui sont soi-disant la vertu écologique, soi-disant des jolies fleurs, est largement entaché, que cet argent, vous avez, je pense, en tant que député, le moyen de l'économiser encore. Je crois que malheureusement, les éoliennes sont aujourd'hui une imposture grave qui sert à financer par l'argent public des bénéfices privés, sans parler, je ne rentre pas dans les détails, de la corruption, de la mafia qui est investie dans le sujet, notamment de Cosa Nostra, qui a largement infiltré, notamment dans les paradis fiscaux et dans certains pays européens, la filière éolienne. Vous avez tout ça, et il y a actuellement d'ailleurs de nombreux cas en Italie, dans la presse italienne, qui expliquent l'impact de la mafia qui a totalement contrôlé le marché de l'éolien en Italie, voire plus large. Et donc, je pense que, face à cette alerte que je lance, je pense qu'il y a deux réponses. Je crois qu'elles ont été abordées dans les conclusions de la commission d'enquête parlementaire par les députés qui se sont exprimés. Je pense également qu'il faut deux choses principales, à mon avis. Supprimer les subventions à l'éolien. Ça n'a plus aucun sens aujourd'hui de subventionner une filière qui se dit elle-même mature. C'est d'ailleurs ce qui se passe en Allemagne. L'Allemagne, aujourd'hui, a supprimé les subventions à l'éolien. Voilà. Et arrêter, évidemment, la filière éolienne. Lors de la COP24, la Pologne a décidé d'arrêter la filière éolienne et de mettre en place un plan de désinstallation des éoliennes existantes d'ici 2040. La Norvège vient d'arrêter son plan national d'installation d'éoliennes. Au niveau européen, on a une baisse de 30% des éoliennes installées. En Allemagne, de 82%, ils n'ont installé que 35 éoliennes. Et dans le monde, on a une baisse ces 3 dernières années de 20% du nombre d'éoliennes. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience internationale. Il serait vraiment dommage que la France soit la dernière roue du carrosse et soit en fait le dindon de la farce des commerciaux éoliens qui, voyant qu'ils n'ont plus de marché dans les autres pays, se précipitent chez nous avec des méthodes de lobbying absolument contestables. Je vous incite d'ailleurs à lire mon livre. Il y a un organisme qui s'appelle l'OFATE, l'Office franco-allemand de la transition énergétique, qui comprend des industriels allemands, qui comprend des syndicats de promoteurs allemands, qui est financé à hauteur de 38% par l'argent public, par le ministère de l'écologie français et le ministère de l'industrie allemande. Cette association est de droit allemand, c'est un lobby, et son adresse, c'est le ministère de l'écologie français. Ils sont à l'intérieur, c'est un lobby qui est dans le ministère de l'écologie français. Ils ont infiltré notre ministère de l'écologie. Ce sont des informations officielles que je vous donne. C'est très très grave. Comment un lobby industriel, dont les intérêts sont des industriels allemands, puisque nous n'avons plus de filière industrielle en la matière, nous avons vendu la partie renouvelable d'Alstom et celle d'Areva, et donc ceux qui ont intérêt au développement de l'éolien, ce sont les Allemands.
Comment se fait-il qu'au sein de notre ministère de l'écologie, nous ayons une hiérarchie parallèle, je pèse mes mots, qui nous dicte ce que nous devons faire dans notre pays en matière de renouvelables, sachant que la politique énergétique allemande est loin d'être un modèle, on l'a vu. Donc moi je suggère la fin de la politique éolienne en France, en attendant, parce qu'il faut y aller crescendo, peut-être une loi, une proposition de loi qui dirait que à minima les éoliennes doivent être installées à minima à 1000 mètres pour les éoliennes terrestres des habitations, avec peut-être la règle du H10, c'est-à-dire à minima 10 fois la hauteur des éoliennes, avec un minimum de 1000 mètres, et puis la fin des subventions à l'éolien, je l'ai déjà dit, et pour l'éolienne en mer, des éoliennes ne puissent pas être installées qu'au-delà de 50 km des côtes, si d'aventure on continuait cette politique d'éoliennes en mer, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce serait sacrifier nos acteurs du monde marin, les pêcheurs, au profit d'une industrie qui détruirait tout le corps social et dont l'efficacité énergétique, en tout cas pour notre pays, est vraiment à établir. Merci beaucoup à tous de votre attention. Y a-t-il des questions ou des gens qui veulent réagir, et peut-être des élus qui, sur le terrain, ont un témoignage à nous faire? Si vous pouviez... Je vais dire juste un mot parce que j'ai oublié tout à l'heure. Je redis un mot juste pour saluer le travail du président de la commission d'enquête, Julien Aubert, sur ce sujet. Je ne l'ai pas suffisamment dit tout à l'heure et donc je voulais le rajouter. Et nous avons avec Julien et 7 députés signé dans le cadre du rapport de la commission d'enquête une dizaine de recommandations sur l'éolien, dont celle que vous citiez, donc d'arrêter de subventionner les éoliennes, mais aussi de mettre en place un moratoire sur l'éolien terrestre et maritime quand il n'y a pas de consensus politique local, permettant ainsi une vraie concertation pour l'implantation d'éoliennes. On a aussi dit qu'il fallait rééquilibrer les crédits budgétaires consacrés aux énergies renouvelables vers les nouvelles filières énergétiques, par exemple l'hydrogène, proportionner la hauteur des éoliennes à la distance aux premières habitations et mettre une distance minimale de 1500 mètres, comme le recommande l'Académie de médecine, remettre en place des documents d'urbanisme permettant de planifier l'éolien, donc les zones de développement éolien, de permettre aussi de faire respecter les éventuelles nouvelles contraintes d'urbanisme quand il y a un repowering, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc voilà, on a des documents, des propositions très concrètes, je pense, qui vont déboucher sur une proposition de loi. Maintenant, il faut que l'ensemble des élus et l'ensemble des députés prennent conscience de ça pour qu'elle puisse être adoptée. Voilà ce que je voulais rajouter par rapport à mon introduction. Mais encore saluer le travail de Julien sur la présidence de cette commission d'enquête, Julien Aubert. Voilà. Oui, allez-y, monsieur. Merci, monsieur Bouclé, de votre exposé. Je dois dire que je l'ai savouré avec beaucoup d'attention, d'autant que j'ai lu avec avidité votre livre, mais que j'en ai lu d'autres parce que la description que vous nous faites, c'est une description d'une situation alarmante et qui pourrait se résumer dans un mot qui s'appelle le greenwashing, c'est-à-dire qu'on lave vert et qu'on met en place un système de transfert des finances des Français pour permettre de nouvelles fortunes de se faire. C'est pas moi qui le dis, c'est M. Lévy, qui est le PDG d'EDF, en disant qu'on s'est bâti des fortunes colossales grâce à ce système-là. Mais le plus inquiétant, moi je crois, vous dites la pollution, les éoliennes, oui, tout à fait d'accord avec vous, vous avez cité des chiffres avec pertinence, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que cette pollution est encore pire que la pollution pétrolière? Parce que vous parlez des terres rares, mais c'est monstrueux les terres rares, c'est quelque chose dont on ne mesure pas toute l'incidence et toute l'importance pour les temps à venir, et on persiste, on klaxonne plus vite pour aller dans le béton, et on met en face
quelque chose. Vous disiez, il n'y a pas de sens. Si, il y a un sens. Moi, j'en vois un. C'est au moins de détruire le potentiel nucléaire de ce pays. C'est ça le sens caché. Et il y en a un deuxième, à mon avis. Le premier sens caché, c'est de construire, détruire les réacteurs nucléaires. Un réacteur nucléaire, c'est 400 millions d'euros. Si on en détruit 18, c'est 7 milliards d'euros d'économies pleines qu'on perd pour ce pays. On ajoute les subventions à l'éolienne, alors là, c'est une catastrophe financière. Hein. Je ne sais pas si Wall Street miserait là-dessus. Mais donc, il y a ça, et puis on a cassé quelque chose d'important qui s'appelle le projet Astrid. Le projet Astrid, c'est le réacteur neutron rapide. C'est-à-dire que nous étions dans une démarche de recherche pour traiter ce qui est mis en avant par les écologistes. Et là, je fais une parenthèse, j'applaudis à la façon dont vous avez fait la démonstration que sur les questions écologistes, les écologistes sont très peu écologistes. Et vous avez parlé de Greenpeace, mais on pourrait ajouter Europe Écologie Les Verts et WWF qui passent au bassinet pour ramasser la thune. Donc, comment dire, ce réacteur à neutrons rapides, c'est quelque chose qui permet de traiter le plutonium et l'uranium appauvri. Et lorsqu'on suit M. Bréchet de l'Institut des sciences dans ce pays, il dit nous avons devant nous 7500 années d'énergie possible. Donc là, on est dans l'aberration la plus totale, et ce n'est pas un non-sens, parce que l'Allemagne, vous avez cité, mais l'Allemagne a décidé d'arrêter, mais l'Espagne aussi a décidé d'arrêter les subventions. Mais l'Allemagne, comme elle a flingué ses réacteurs nucléaires, eh bien, elle n'a pas pu compenser avec ses éoliennes la possibilité de production, et elle a donc mis du lignite. Pour deux raisons, vous l'avez dit aussi, mais je crois qu'il faut insister beaucoup là-dessus, parce que le nucléaire, le gaz, le charbon, le lignite, c'est ce qui permet, lorsqu'il y a des pointes, de pouvoir gérer l'approvisionnement d'électricité. Rien nous dit, vous dites qu'il y a 7% de réserve, mais rien nous dit demain, dans un pic d'électricité qui pourrait se produire dans ce pays, que nous ne serions pas en panne sèche comme à New York ou ailleurs, comme aux États-Unis, qui souvent sont dans des situations comme celle-là. Alors je crois que là on est dans une situation, moi j'ai des chiffres effrayants, mais vous êtes mieux placés pour me les confirmer ou me les infirmer. C'est notamment le plan éolien prévu par l'État à l'horizon 2050. C'est quelque chose, si ma mémoire ne me trompe pas, comme 3500 millions de tonnes d'acier, 800 millions de tonnes de cuivre et 40 millions de tonnes d'aluminium. C'est quelque chose de démentiel dont on a du mal à saisir et à mesurer l'impact, y compris au niveau écologiste, au niveau de la planète. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, je suis satisfait de cette réunion, de cette façon d'exposer vos propos, parce qu'on nous prend un peu comme des dingos quand on met en cause les éoliennes et puis le greenwashing. Hein. Monsieur Tourou a dit, j'étais pas là malheureusement, parce qu'il a dit, s'il y a quelqu'un qui est contre le réchauffement climatique, qui se lève. Bah, on pourrait discuter, c'est un autre sujet, je ne veux pas l'aborder, mais j'ai autant d'arguments pour montrer que là aussi, il faut s'interroger sérieusement sur ça. Mais c'est quand même ces éléments-là qui sont pris en considération, qui sont mis sur le devant, et l'essentiel, le sens, c'est effectivement de passer l'argent, vous l'avez dit, 220 €, 80 € pour le terrestre, mais la production à coût coûtant, et je vais arriver sur ma chute finale, c'est 42 centimes le mégawatt pour EDF, mais le problème c'est la CSPE, mais l'électricité a augmenté de 50%, c'est-à-dire que non seulement au-delà de la CSPE, il y a 50% d'électricité d'augmentation payée par le contribuable. C'est-à-dire c'est la vache à lait. Et alors, résultat, gilet jaune. Monsieur le député, je rejoins avec vous sur un point, mais qui nécessiterait une enquête, et on n'a pas les systèmes d'enquête qui le permettraient. Mais effectivement, est-ce que l'Allemagne n'a pas intérêt à plomber notre électricité qui est compétitive pour des raisons purement industrielles, de compétitivité industrielle? C'est-à-dire qu'en réalité, cette façon qu'on a d'avoir des institutions ou des ONG qui détruisent notre modèle, l'image de notre modèle, qui veut nous imposer un modèle
qui n'est pas efficace, mérite notre attention la plus totale, parce qu'effectivement, l'Allemagne, qui a donc infiltré au travers cette structure de lobbying notre ministère de l'écologie, a intérêt à influencer pour augmenter notre électricité, pour qu'on soit moins compétitif. Donc effectivement, ça a des impacts en termes de commerce extérieur, à mon avis, très importants. Mais là, moi, j'ai pas suffisamment d'outils et suffisamment d'éléments d'outils d'enquête qui permettraient de travailler sur ce sujet. Mais je pense que vous avez parfaitement raison dans votre analyse. Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette présentation. Donc moi je suis Yves Daniel, je suis député de Loire-Atlantique, justement dans la circonscription de Nozay, où il y a le parc éolien des Quatre Seigneurs. J'ai été entendu avec les exploitants agricoles concernés, très touchés par l'impact et les nuisances de ce parc éolien. Moi, juste une chose, lorsque vous avez parlé de la question de la biodiversité et de la santé sur les animaux et sur les humains, évidemment que c'est un sujet, de mon point de vue, qu'on ne développe pas assez. Pourquoi? Parce que nous sommes là, au début, il me semble, d'un enjeu important sur la santé du vivant, de notre planète, certes par l'éolien, mais d'une manière beaucoup plus générale, par la production d'ondes électromagnétiques, d'ultrasons, bon, etc. Cette pression qui s'exerce donc petit à petit et qui provoque de l'électrosensibilité chez tous les êtres vivants. Et vous savez comme moi que les animaux, les bovins en particulier, sont 5 fois plus électrosensibles que les humains, et que le meilleur test, c'est celui-là. Et que lorsque, dans 2 exploitations, autour de ce parc éolien des Quatre Seigneurs, en Loire-Atlantique, il y a plus de 300 animaux qui sont morts, est-ce qu'on va attendre la mort des humains pour faire quelque chose? Alors que, moi je ne remets pas en cause l'éolien et les énergies renouvelables, évidemment, mais nous savons bien les uns comme les autres, et quand je regarde les uns et les autres, donc évidemment j'apprécie la jeunesse de vous tous, mais moi qui suis un peu plus ancien, évidemment que je ne peux m'empêcher de faire le lien avec ce qu'on appelle les géobiologues aujourd'hui, mais ce qu'on appelait les radiesthésistes, les magnétiseurs, les sourciers hier, et qui sont capables de nous dire que les parcs éoliens donc, sont construits de telle sorte à ce qu'il y a des éoliennes qui sont construites sur des failles provoquant des ondes électromagnétiques, des champs telluriques, bon, etc. Je ne vais pas développer. Et que donc, on met, dès lors qu'on creuse et qu'on met des tonnes de ferraille dans le sol, nous savons bien que nous déséquilibrons complètement le sol du point de vue magnétique et tellurique. Et donc, moi j'espère que ce travail-là va d'abord nous permettre très rapidement de reconnaître les compétences et le travail des géobiologues pour au moins éviter l'impact sur la santé du vivant, des animaux et des êtres humains. Et puis, donc, bien évidemment qu'ensuite, il nous appartient à nous, les députés, le législateur, hein, de faire évoluer la loi par rapport à ça. Moi, ça ne fait que 5 ans que j'ai proposé des amendements et que donc ça n'a jamais été retenu, ça n'a jamais été voté, dans la mesure où Ségolène Royal me disait de toute façon non mais t'inquiète pas, tu sais très bien que tous ces gens-là qui se plaignent de l'impact des ondes électromagnétiques, ce sont des gens qui sont contre l'éolien. Nicolas Hulot me dit exactement la même chose. Je rencontre le président de la commission de l'environnement à Bruxelles qui me dit la même chose. Et François Durugy accepte enfin, parce qu'on était proches, bien sûr, déjà territorialement parlant,
et qui acceptent enfin de m'entendre pour que nous puissions au moins poursuivre les études et ne pas laisser les gens dans leur mal-être, dans leur souffrance. Et donc, aujourd'hui encore, j'ai pris contact avec le ministère de l'Environnement, y compris Matignon, pour dire « mais stop, ça suffit, mais quand est-ce qu'on va arrêter donc ce massacre aux vivants de la planète avec ces ondes électromagnétiques provoquées par les parcs éoliens ». Je suis ravi de votre intervention et permettez-moi de réagir sur 2 points. 2 points, d'abord sur la forme, sur la question de l'effet nocebo. Vous avez souligné quelque chose qui, selon moi, est absolument inadmissible. Aujourd'hui, certains, et notamment l'Académie de médecine, répondent aux problèmes de santé relevés dans le monde entier, que c'est un effet nocebo, c'est l'inverse de l'effet placebo. C'est-à-dire que ce sont les informations négatives véhiculées sur les réseaux sociaux qui provoquent les maladies des gens en proximité des éoliennes. En gros, vous avez eu des informations négatives et ce sont vos a priori psychologiques négatifs qui font que vous êtes malade. Je ne sais pas si les vaches ont accès aux réseaux sociaux. Il va falloir m'expliquer comment 300 vaches sont mortes à proximité d'éoliennes, mais sûrement pas d'un effet nocebo. Et je crois que ça c'est fondamental parce que c'est extrêmement grave. Parce que ça rajoute du malheur aux personnes victimes, parce qu'on leur dit « vous êtes malade mais c'est de votre faute ». C'est de votre faute. Il n'y a pas de raison. Alors, la particularité pour l'exploitation des époux Potiron, c'est qu'ils l'ont dit dans la presse agricole, ils étaient favorables à l'éolien. Donc on ne peut pas dire à l'égard de l'exploitation Potiron que c'est un effet nocebo. Ils disent dans la presse, on était content, on est pour l'éolien, on a installé d'ailleurs les éoliennes sur nos propres terres. Bon. D'ailleurs, nous, on s'est bien gardé, moi je me suis bien gardé de les solliciter, je sais qu'ils ne veulent pas être en lien avec des anti-éoliens, entre guillemets, et ils ont bien raison, il faut qu'ils s'occupent de leurs problèmes dans leur côté, et c'est tout à fait légitime. Et il faut résoudre ce problème. Donc déjà, il y a ce problème d'effet nocebo. Dans une commission d'enquête parlementaire en Australie, il y a des médecins qui se sont insurgés en disant que c'était des atteintes à la responsabilité professionnelle médicale des médecins qui osent dire qu'il y avait un effet nocebo, sans faire des investigations plus importantes en termes d'études sanguines, etc., etc. Pour le cas de Nozay, c'est un cas particulier. Non, mais c'est un cas qui n'est pas particulier, mais il y a la particularité, c'est qu'on nous dit, l'administration nous dit, ça n'est pas d'effet direct des éoliennes. On dit, c'est pas l'effet direct, c'est ce qu'a dit en tout cas les rapports. Et en même temps, on nous dit, c'est peut-être les raccordements. On va m'expliquer comment les éoliennes ne sont pas impactées, si ce sont les raccordements et l'électricité tellurique qui est liée au raccordement, ou les ondes électromagnétiques. C'est bien lié aux éoliennes. Puisqu'en tout état de cause, les rapports du constat de l'huissier qui a été réalisé au moment où les éoliennes étaient arrêtées montrent que la production de lait est meilleure, la santé est meilleure, enfin, tous les signaux sont au vert quand les éoliennes sont arrêtées. Il y a donc bien un lien entre l'activité de l'éolienne et la santé de ces malheureuses personnes installées à côté des parcs éoliens et de ces vaches. En outre, l'Académie, l'association de médecins de familles canadiennes, a expliqué que les problèmes de santé des habitants provenaient d'un mélange, un cocktail, on pourrait dire, des infrasons, du bruit, de l'électricité sale et de l'électricité tellurique. Tiens, c'est intéressant. On retrouve les éléments, et ça a été documenté par le Canada. Donc, je veux dire, il y a un moment, il faut aussi, il en va de la responsabilité de l'administration de la santé française et du ministère de l'écologie de ne pas aller vers un nouveau scandale sanitaire en n'ayant pas rappelé le principe constitutionnel de précaution, qui est un principe de notre droit français et qui doit aujourd'hui, je crois, s'appliquer, en tout cas pour l'installation des éoliennes. Il y a un moment, si on n'a pas envie d'avoir un nombre très important de gens malades, il va bien falloir arrêter ces
ces foutus monstres d'acier. La Cour des comptes est intéressée à la question? Oui, tout à fait. En avril 2018, il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui a précisé que le coût était de 120 milliards d'euros. On a tous des chiffres un peu différents, hein, mais on essaye toujours de... sans baisse de gaz à effet de serre. Elle a parlé de l'inefficacité de ce rapport qui n'a toujours pas été pris en compte par nos élus au plus haut niveau. Je crois que c'est ça, ce qui est très inquiétant, c'est que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui, avec lucidité, ont pris en compte le fait que l'éolien était un véritable problème économique, sanitaire, etc. Et on a ce sentiment de train fou qui est sur des rails, et on peut dire n'importe quoi, le train ne s'arrête pas, alors qu'il est urgent qu'il s'arrête. Vous voyez? Monsieur Baquet. Oui, je ne sais pas si ça a réussi, ça a l'air de fonctionner, mais enfin bon, on devrait tout de même réussir à m'entendre. Je voulais bien évidemment vous dire que ce combat-là, moi je le mène également sur mon territoire. Alors, il était dans un premier temps, on va y arriver, je ne sais pas si c'est une alimentation par de l'électricité pour les éoliennes, c'est pour ça que ça dysfonctionne. C'est intermittent, voilà. Sérieusement, donc, moi, l'élément déclenchant a été effectivement le projet de parc d'éoliennes en mer. À 2 reprises, on a eu un débat public, et quand vous dites qu'on fonce vers le mur, il y a cette espèce de rouleau compresseur, quelles que soient les procédures écrites, de toute façon, on passe dessus, on écrase tout. Nous, on avait un avis défavorable du parc marin, puisque ce parc d'éoliennes, il est en plein cœur d'un parc marin, qu'on a souhaité un parc naturel marin pas des éoliennes, mais de la plaine Picarde et de la côte d'Opale, donc avec l'ensemble des marins pêcheurs, des chasseurs, des politiques, enfin des écologues, enfin on avait réuni tout le monde pour essayer de sauvegarder effectivement cet espace en mer. Cela étant, quand le promoteur a souhaité installer ces éoliennes au milieu, on a tout écrasé, on est passé en force, et quel que soit l'avis défavorable du parc, c'est l'AFB qui à ce moment-là l'avait récupéré. Donc cette image qui consiste à dire on va dans le mur et on écrase tout, de toute façon la volonté politique envers et contre tout, elle passe. C'est franchement scandaleux. Moi, l'un des aspects, dans la Somme, il y a près de 1000 éoliennes installées sur 6000 je crois en France, c'est-à-dire qu'on est le premier département éolien de France, 15% à peu près, donc on crie, même la préfète a pris un peu les rênes puisqu'on commence à en parler en se disant on est en train de tout ravager. C'est l'impact également sur le monde touristique, je crois qu'il faut évoquer, puisqu'on est en train de défigurer tous nos paysages, peu importe, on souhaite que la France soit la première destination mondiale avec 100 millions de touristes par année, mais aujourd'hui on installe des éoliennes dans tous les sens. Alors en commission d'enquête on s'est dit qu'effectivement des documents de planification avaient toute leur place pour regarder un peu la façon dont les choses devaient s'organiser. Mais il y a également dans cette volonté de passer en force, nous on a déposé un certain nombre de recours européens sur le parc au large du Tréport et de Dieppe, puisque on ne respecte même pas les procédures. On passe dessus. À un moment, la subvention devait être négociée à l'Europe, mais on a signé le traité de concession quelque part avant même que l'Europe ne s'exprime sur le sujet. C'est dire si les enjeux derrière et cette espèce de rouleau compresseur est effrayant. Et envers et contre tout, et moi je suis pleinement d'accord avec vous pour dire que là il s'agit d'investisseurs sino-japonais qui viennent de chez nous avec des taux de rentabilité que l'on souhaiterait avoir sur nos livrets de caisse d'épargne, indiscutablement. Je crois que le parc a été estimé en 5 ans il sera rentable sur une concession de 20 ans. Enfin, c'est de ça dont on parle également, et tout ça effectivement c'était rappelé autour de cette table, payé bien évidemment par le français moyen qui lui a du mal à boucler les fins de mois. Je crois que le scandale il est pleinement là, et en tout cas ces combats-là on essaie de les mener sur le terrain. Il y a un des aspects qui est très difficile, j'étais encore au contact de certains maires. Les maires ont subi des baisses de dotation de fonctionnement et ils se récupèrent en installant des éoliennes. Non mais indiscutablement, ça fait partie des sujets sur lesquels on a du mal, parce que les pauvres maires de petites communes rurales... Le plus loin possible de leur bourg, à côté du bourg voisin. Certains sont malins, effectivement, donc ils n'en subissent pas les conséquences et ils essaient de récupérer l'argent. Et c'est vrai que ces éoliennes sont des vrais moulins à fric. Et il y a de l'argent à tous les niveaux, donc on achète les silences des gens. Généralement, d'ailleurs, les gens qui finissent par accepter, c'est qu'ils ont été intéressés de près ou de loin. Je crois que dans votre bouquin, vous l'expliquez fort bien, et on le vit sur le terrain de cette façon-là, ce qui est fondamentalement scandaleux. Pierre Cordier, vous vouliez rebondir sur le propos? Oui, en fait, je n'ai pas entendu la fin de l'intervention de mon collègue et ami Emmanuel Maquet, parce que je voulais insister sur
sur cet aspect de la fiscalité, et notamment dans le contexte des baisses des dotations de l'État, où on attire les élus locaux en leur disant, ben voilà, on va installer des éoliennes chez vous, ça va vous rapporter tant d'euros par an, etc. Donc je voulais insister sur ce point-là. Moi, je voulais aussi vous remercier. Je faisais partie de la commission avec Julien Aubert, et je rejoins Laure de la Raudière sur les propos qu'elle a tenus sur le travail de Julien Aubert. Et c'est vrai que cet aspect lié à la fiscalité est vraiment un élément important. Moi, je pense qu'il faut vraiment, entre guillemets, quelles que soient nos sensibilités, parce que finalement, autour de la table, quelles que soient nos tendances politiques, on est tous des écologistes et on souhaite tous, en tous les cas, que la planète, entre guillemets, vive mieux, pour résumer. Mais ça ne peut pas passer par n'importe quelle démarche, n'importe quel prix, en faisant le jeu de mots. Et moi, c'est vrai que je suis quand même particulièrement inquiet. Et ce que vous nous avez démontré ce soir, je crois que ça mérite d'être davantage connu, pas seulement par des groupes restreints comme les nôtres, mais on doit communiquer davantage. Moi, je suis prêt aussi, en tant que parlementaire, on a tous des petits journaux que l'on distribue sur nos circonscriptions régulièrement, et je crois qu'il faut quand même mettre à un moment ou à un autre le paquet là-dessus, parce que c'est quand même impressionnant la manière dont vous nous avez expliqué les choses très simplement, qui est à la portée du commun des mortels, et je crois qu'il faut vraiment insister sur ces points. L'aspect paysager, moi je suis élu dans le département des Ardennes, donc où il y a beaucoup aussi d'espaces naturels, de forêts, etc. Et quand je me rends en Allemagne, c'est tout près, et que je vois cette forêt aussi allemande complètement transformée par ces éoliennes, je me pose aussi beaucoup de questions sur la manière dont les choses sont faites en Allemagne. Et puis je terminerai par un point. Je suis depuis quelques années président d'une commission locale d'information d'une centrale nucléaire, puisqu'il y a une centrale nucléaire dans le département des Ardennes, et il y avait une ancienne centrale qui est actuellement démantelée, qui est une référence en France, la centrale nucléaire de Chaux. Et je crois qu'il faut aussi insister sur cette énergie nucléaire, la manière dont les choses se passent aussi dans les centrales, même si tout n'est pas parfait, et que loin de là, et qu'en tant que président de CLI, je suis bien placé pour dire que tout n'est pas parfait. Il n'en demeure pas moins que cette énergie dite propre, au-delà des déchets derrière qu'il faut gérer, c'est aussi une problématique, mais je voulais en profiter aussi pour faire ce parallèle sur l'énergie nucléaire par rapport à ces centrales à charbon et toutes ces autres structures qui polluent davantage que cette énergie. Donc en tous les cas, merci pour cet éclairage, et je crois qu'il faut qu'on communique toutes et tous sur nos territoires. Merci Pierre Cordier. Un dernier mot et puis nous allons conclure cette réunion. Juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, deux choses. Vous avez parfaitement raison, à la fois sur le saccage. Par exemple, en Bourgogne, j'ai été interviewé récemment, j'ai découvert qu'il y avait un projet dans une forêt d'éoliennes de 240 mètres de haut. On va détruire des forêts et il va y avoir 10 éoliennes de 240 mètres de haut. Par ailleurs, je voudrais vous souligner la rapacité des commerciaux éoliens qui vont jusqu'à vouloir mettre des éoliennes dans, je crois, un lieu de parachutage de l'armée américaine, des lieux de mémoire. Ils voulaient en mettre dans des lieux de mémoire de la Seconde Guerre mondiale, dans des lieux à proximité des cimetières militaires de la Meuse. Moi, je me suis retrouvé avec un camarade qui s'est battu en Meuse, qui a réussi à gagner. Il y a, je crois, aujourd'hui des comportements de rapacité qui sont, je crois, inacceptables, parce que non seulement ils veulent installer des éoliennes partout, mais ils veulent aussi en installer dans des lieux qui sont des joyaux à la fois patrimoniaux, à la fois historiques et aussi écologiques. Notre-Dame de Paris. Et je voudrais juste finir sur un point d'optimisme. Tout cet argent qu'on peut économiser, consacrons-le à la véritable écologie. Et vous avez parlé des déchets nucléaires, personne ne le sait. Moi je parle d'éoliennes, mais il y a quand même Gérard Mourou, qui est le prix Nobel de physique, en 2018, qui a découvert un moyen de diminuer la radioactivité des déchets nucléaires de 1 million d'années à 30 minutes. Et personne n'en a parlé. Aujourd'hui, il semblerait, je le dis avec beaucoup de prudence, que la question des déchets nucléaires soit une question résolue de manière industrielle. Et la personne, ce physicien, a eu le prix Nobel de physique pour ça. Donc je crois qu'il y a un moment, il faut aussi avoir de l'optimisme et avoir foi en l'avenir, en la capacité de l'homme à trouver des solutions.
Et aujourd'hui, l'éolien, eh bien, c'est une solution obsolète, ringard, dépassée, qu'il faut arrêter. Merci beaucoup. Merci Madame la députée Laure de la Rodière de nous avoir permis d'organiser cette réunion ce soir. Merci Fabien Bouglet. Je vous rappelle son livre « Éolienne, la face cachée de la transition écologique » que je vous invite à vous procurer si vous ne l'avez déjà fait. Et puis nous vous retrouverons bientôt avec Contribuables Associés pour de nouvelles aventures. Merci.